Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DSI et des hommes, le podcast où on explore l'intersection entre technologie, innovation et humain. Je suis Nicolas Barre et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir une invitée, ce qui est assez rare dans ce monde de la technologie, c'est Lorraine Ducret. Lorraine va se présenter, c'est une poète, facilitatrice, conceptrice en intelligence artificielle. Je la laisserai se présenter, c'est un parcours assez étonnant dans notre métier et on verra quel lien on peut faire avec ça. Et je présenterai son parcours. Lorraine, bienvenue dans l'émission. Merci Nicolas, ravi d'être là. Merci encore à toi d'être présente, d'être là et de participer à cet épisode. Ma première question pour bien démarrer, c'est quel est ton premier souvenir de numérique? J'adore cette question. Parce qu'il y a deux choses qui me viennent en tête. Il y a le jeu Frogger. Je pense me donne une date ou un âge assez clair. Frogger et le Word Art. Pardon, auquel je passais des heures à faire des espèces de productions textuelles avec ces lettres en 3D qui aujourd'hui sont peut-être à nouveau à la mode, mais en tout cas pendant une longue période étaient extrêmement démodées, mais je trouvais ça incroyablement cool à l'âge de, je sais pas, peut-être 7 ans, quelque chose comme ça. Ouais, ça existe toujours déjà ce Word Art dans Word, donc c'est que c'est toujours un peu utilisé, mais comme tu le dis, on le voit moins. Les gens vont moins faire ces faits-là, mais oui. Après tu as tout compris. Ma question était aussi pour positionner voilà. le vécu de la personne dans l'informatique. Et voilà, c'est marrant parce que chacun a son propre vécu et dans les différents épisodes, on revit un peu l'histoire de l'informatique, donc c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours? Avec parcours, d'où tu viens et voilà, où tu étais, où tu vas. Ouais. Comme tu l'as évoqué, je suis poète, autrice et designer d'IA parmi plusieurs casquettes. Et le chemin pour y arriver a été assez incongru. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille biculturelle bilingue de père français et de mère américaine. Et cet entre-deux, je dirais que c'est un fil rouge de mon parcours de vie, puisque j'ai ensuite décidé de faire à la fois des études de lettres et des études en école de commerce, puisque j'ai été acceptée dans 2 écoles de manière assez inattendue et je ne voulais pas faire de choix. Donc, je me suis dit, allez, je fais les 2. Donc, je suis alternée entre 2 mondes, voilà, vraiment ancrée dans la linguistique, l'histoire, les humanités, la traduction, etc. Et l'autre, beaucoup plus dans la gestion d'entreprise, des cours fascinants sur la critique du capitalisme, repenser un peu nos modèles économiques, etc. Et tout ça, ça m'a menée à un ensemble de métiers entre, je dirais, le monde du langage et les mondes institutionnels et l'entreprise. J'ai travaillé dans l'éducation, j'étais à la rédaction des discours du Consul de France quand je me suis installée à New York. Et puis, enfin, à Google, où j'ai passé presque 7 ans à travailler dans l'équipe qui était une bulle créative, plutôt littéraire dans un monde de tech, puisqu'on était responsable de développer la personnalité de l'assistant Google. D'accord. Donc, l'assistant qu'on a chez nous, est-ce que c'est l'assistant vocal ou Gemini qui est arrivé plus récemment? Alors, c'est l'assistant vocal, en effet, plus historique, qui est peut-être le grand frère ou la grande sœur de Gemini en quelque sorte, puisque c'est celui qui vit dans les Google Home, donc les enceintes connectées, mais aussi dans les téléphones d'Android. Donc, il a plein de différentes maisons en quelque sorte, de différents dans les télés, dans les… Exactement. Enfin, dans tous les objets connectés, ce qui était une nuance qu'on avait à faire, parce que souvent les gens disaient « Ah, tu travailles pour Google Home ». Je disais « Non, ça c'est le device, c'est l'objet, mais l'entité virtuelle de l'assistant existe sur différentes surfaces, qui rendait le travail de développer sa personnalité, entre guillemets, assez intéressant, puisqu'il fallait penser à la fois au côté auditif et le côté visuel, dépendant de l'outil pour lequel on designait. Et dans ces… pour moi, tout ce qui était autour de l'assistant vocal de Google, hein, ça, c'est les débuts de l'IA. Ça commençait déjà à réfléchir comme de l'IA. Après, on le voyait différemment que ce qui arrivait derrière avec ChatGPT, Gemini et autres. Pour toi, comment tu es arrivé là-dedans? Comment tu es arrivé chez Google? Qu'est-ce qui t'a fait arriver là? Parce qu'entre écrire
des discours pour un consulat et passer chez Google, le saut est assez sympa. Ouais, c'est des mondes complètement différents. Et d'ailleurs, c'est Google qui m'a contactée, mais je pense avoir mis ma petite graine un peu dans le terreau fertile du destin en quelque sorte, puisque je venais au terme de cette mission que j'avais. Là, c'était avec l'ambassade de France dans un programme éducatif vraiment super. J'avais écrit sur un post-it, je crois que je voulais plus écrire. Donc là, j'étais plutôt à la gestion du programme avec beaucoup de travail dans les classes, etc. Un petit peu de travail de rédaction, mais je voulais faire vraiment plus de travail de rédaction. Et je voulais continuer à travailler dans un cadre international et multilingue, mais je voulais découvrir le secteur privé et travailler à la pointe de quelque chose. Je me rappelle, c'était vague à ce moment-là. Je m'étais dit, je veux travailler à la pointe de quelque chose. Et c'est Google qui est venu toquer à la porte de mon LinkedIn. D'accord. En me disant, on pense qu'on a quelque chose pour vous. Alors moi, ma réaction initiale était, je ne suis pas ingénieure, de quoi vous parlez? Et c'est là où ils m'ont dit, non, en fait, on cherche quelqu'un de bilingue, de biculturel, qui a de l'expérience avec le langage dans la rédaction, mais qui sait aussi travailler en entreprise pour justement développer, ou en fait, ce qu'on appelle transcréer dans le jargon, l'assistant américain pour des utilisateurs et des publics francophones. Donc finalement, il y avait une sorte de comment dire, toutes mes différentes capacités se rejoignaient de manière assez incongrue. En fait, l'objectif, c'était vraiment de donner cette personnalité à l'assistant Google français. Voilà, parce que ça aurait été, entre guillemets, simple de faire la traduction, mais forcément, une traduction, elle va pas forcément retranscrire de la même manière et les émotions. Et voilà, c'est ça. C'est ça l'objectif. C'est exactement ça la différence entre l'idée de traduction et de transcréation. Et le terme transcréation, je crois, vient du monde de la publicité, où justement, typiquement, pour traduire un slogan, si vous faites du mot à mot, c'est raté, parce qu'on a besoin de parler aux références culturelles, aux sensibilités linguistiques de chaque différent marché. Et là, c'était vraiment le but, sachant que l'assistant, il a été développé d'abord aux États-Unis, vraiment comme une sorte de personnage de film. En fait, notre job était presque à l'intersection, je pourrais dire, du monde du cinéma et du gaming, où le personnage qu'on développait était évidemment pas un personnage de simple fiction cinématographique, puisqu'il y avait ce côté interactif avec les utilisateurs. Donc, il fallait penser à quelle est la personnalité la plus à même d'être en quelque sorte la plus utile pour les utilisateurs. Quand on a un assistant, quels sont les traits qu'il lui faut pour qu'on ait envie d'interagir avec lui et surtout que ça soit agréable et utile. Et j'avais écouté un podcast il y a quelques temps, alors je ne me rappelle plus quand, je crois que c'était peut-être 2021-2022, par le co-créateur de Siri, qui est aussi français, Luc Julia. Il avait été interviewé par Pauline Léniaud, et c'est vrai qu'il expliquait bien cette façon de faire, parce que il faut que l'assistant va discuter avec son utilisateur, et forcément il faut qu'il ait des réponses qui soient le plus adaptées possible, sinon la personne elle lui posera plus des questions. Et je me rappelle des premiers échanges qu'on pouvait avoir avec Siri ou Google ou autre, ça allait pas très loin. Ça allait pas très loin, et on entendait beaucoup de je ne sais pas ou autre, et comprenait déjà du mal à comprendre nos mots, à comprendre notre langue, à comprendre. Et on le voit encore sur certains sujets où en fait ils font appel à des ressources anglaises qui traduisent après. Donc on le sent tout de suite. Ouais, on le sent. Et toi, comment tu t'es comment te poser la question face à un monde de tech qui parle tech, comment tu as pu arriver à mettre un peu de poésie, pour reprendre ça, un peu comment ça s'intègre, parce que je connais très bien le monde de la tech, je connais très bien le monde des geeks. Comment ça s'intègre dedans? Comment tu t'es intégré? Alors, je dirais de deux manières différentes. La première, c'était par le produit de l'assistant. Et l'autre, c'était plus par des formations en interne à Google, grâce à la culture de développement de carrière que prônait et que prône toujours Google. Et donc, pour cette première manière d'introduire de la poésie dans le produit, déjà, le mandat de notre équipe avait convaincu les décisionnaires de Google qu'il fallait une personnalité. Après, notre travail, c'était de montrer l'impact. Le monde de la tech, il faut montrer quel est l'impact, comment est-ce que ça
drive, l'engagement des utilisateurs, leur appréciation du produit, etc. Et donc, on avait plein de mesures pour comprendre justement les nuances linguistiques, à quel point elles changeaient la perception du produit. Et pour te donner un exemple, il y avait un rédacteur canadien qui donc développait un corpus différent pour le Québec particulièrement. Il y avait une voix québécoise aussi différenciée de celle qui était sortie en France avec un corpus de réponses différent en France. Et on voyait très bien qu'il y avait une différence dans la manière où les Québécois appréciaient certaines blagues, par exemple, québécoises qui n'auraient eu aucun sens en France. Oui. Et ça, on l'a décliné ensuite, peut-être 2 ans après avoir commencé à Google, l'assistant a été lancé dans 17 pays francophones. Donc là, à travers la francophonie qui en compte encore plus. Mais les grandes régions, c'était évidemment donc en Europe, Belgique, Suisse. En Afrique du Nord, on avait Tunisie, Maroc, Algérie. Et en Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire et Sénégal. Et moi, je m'étais rendu compte que l'utilisation augmentait de la manière la plus rapide, notamment en Afrique du Nord. Et donc là, pareil, le défi, c'était de faire des projets de recherche avec des personnes locales, des gens qui parlent l'arabe du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie pour comprendre comment ils y intègrent le français, quel est leur rapport au français, quelles sont leurs attentes par rapport à un outil comme l'assistant, pour voir est-ce qu'ils s'attendent à ce qui est de l'arabe mélangé avec le français ou pas. Donc, il y avait tout un travail de recherche et c'est comme ça qu'on arrivait à insérer, à montrer en quelque sorte aux autres équipes, voici l'importance parce qu'on a fait de la recherche, parce qu'on a des mesures qui nous montrent que les gens apprécient certaines réponses plus que d'autres. On avait une mesure qui était une note de 1 à 5 et de manière complètement aléatoire quand vous utilisez l'assistant, il va vous demander comment est-ce que vous avez apprécié cette réponse d'une note de 1 à 5. Et donc, on avait une idée comme ça de l'appréciation. Donc, cette quête du mot juste, c'était une manière d'insuffler, disons, de la poésie et de la diversité culturelle et linguistique. Et sur un autre pan en parallèle, j'ai commencé à proposer, ça c'était pendant le Covid, des formations autour de la poésie comme outil pour le bien-être, en fait, pour faire face au stress et à cette déconnexion qu'on a tous vécue pendant le Covid. Et là, ce qui était assez fascinant, c'est que donc moi, je l'ai fait en pilote avec mon équipe, qui était un soutien incroyable. Et ensuite, je l'ai lancé sur notre plateforme de learning en interne. Et ce qui était incroyable, c'était de voir des gens de Google, mais de tous les métiers différents, des ingénieurs, des data analysts, des marketeurs, des gens des RH, etc., sortir un peu comme ça, tout timidement, et dire « Ah, mais en fait, on a le droit d'être créatif ici ». Et se rendre compte qu'en fait, il y avait ce besoin à côté de leur job de cœur, quoi, à la fois de pouvoir exercer ce muscle créatif et de le faire en communauté avec d'autres employés qu'ils n'auraient pas rencontrés autrement. Donc, cette synergie-là était très énergisante, je sais pour moi, bien évidemment, mais je sais que les gens partaient comme ça avec un nouveau souffle pour reprendre leur quotidien d'ingénieur, etc. Donc ça, c'était ton travail chez Google. Tu t'as quitté quand Google maintenant? En mars. En mars, mais c'est très récent. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les projets par rapport à tout ça? C'est un peu faire des conférences. On peut faire des conférences aussi, où on puisse rencontrer. Ouais. C'est une continuité un peu de tous ces sujets. Donc, j'ai vu l'essor que prenaient ces formations en interne et je me suis dit, bon, s'il y a de l'intérêt à Google, c'est qu'il y a de l'intérêt autre part. Donc, allons proposer ça à d'autres personnes. Donc, ça, je continue de développer cette proposition de formation autour de la créativité, l'intelligence émotionnelle et du leadership, parce que c'est pour ça aussi que je me sers de poésie comme un outil pour développer toutes ces compétences-là. Beaucoup de prise de parole pour proposer une vision de l'IA, qui est ce que j'appelle une vision un peu plus poétique, où en effet, plutôt que de voir l'IA comme un outil qui soit remplace des rôles humains existants, soit nous donne du contenu, une sorte de générateur de contenu. Moi, ce qui m'intéresse plus, et j'ai eu la chance de bosser sur des projets relatifs à ça à Google, c'est de se servir de cette nouvelle interface de conversation que propose ChatGPT, Gemini, etc., comme un lieu pour nous de pratiquer, avoir des conversations plus riches, plus intéressantes, notamment dans le domaine de la santé mentale, qui est là où je me suis beaucoup concentrée à la fin de ma carrière à Google, sur comment est-ce que l'IA peut nous soutenir en question de santé mentale. Et donc aussi, je propose aussi de faire du conseil avec
différents partenaires qui bossent sur ces sujets-là, qui sont pas forcément les plus nombreux, mais en tout cas les plus passionnés, je dirais. Et voilà, moi, Ouais. ce qui m'intéresse, c'est pas forcément les chatbots de thérapie, c'est plus ce lieu de pratique, de conversation, pour que nous, on puisse avoir des conversations dans notre vie avec des humains. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on voit arriver là depuis, parce que bon, comme on le disait tout à l'heure, tout ce qui est autour des moteurs de conversation vocaux, type Alexa, Google Home ou, euh, ou Siri, ChatGPT, on en revient quasiment à la même chose où on écrit, on parle à quelqu'un. Bon là, on l'écrit. Et souvent, ce qu'on voit, les gens se posent des questions. Déjà, c'est comment je dois parler à ChatGPT ou Gemini ou quoi que ce soit. Est-ce que je dois le tutoyer? Est-ce que je dois le vouvoyer? Est-ce que je lui dis s'il te plaît, bonjour, etc., etc. C'est marrant d'entendre ça parce que moi, j'ai entendu ça dans les bureaux. Et puis après, c'est comment aussi on lui parle pour qu'il déjà nous donne la bonne réponse, pour qu'il nous amène aussi cette créativité dont on a besoin. Parce que je le vois dans les cours que je donne ou quand je parle autour de moi autour de l'IA. Les gens, ils tapent le premier prompt et derrière, c'est fini, quoi. Ils prennent la première réponse, ils font un copier-coller et ils se posent pas de questions. Toi, comment tu vois la chose par rapport à ça? Est-ce que finalement, ton métier reste le même, sauf qu'on passe d'un assistant vocal à un assistant écrit, ou voilà, où tu vois la différence par rapport à ça? Moi, ça me fait penser à quelque chose que disait le fondateur de notre équipe à Google, qu'il y a grosse vingtaine d'années, la métaphore avec laquelle on interagissait avec les ordinateurs, c'était la ligne de commande. Voilà, c'était cet Mm, écran noir avec, c'était écrit en vert et il fallait un peu être codeur pour savoir quoi dire pour que l'ordi te fasse la tâche que tu as envie qu'elle te fasse. Et ensuite, on est passé de la métaphore, enfin de la métaphore, c'est quasiment pas une métaphore mm, d'ailleurs, la ligne de commande, mais on est passé de la ligne de commande à la métaphore du desktop, qui devenait beaucoup plus humaine, là pour le coup, vraiment une mm, métaphore, tout le monde pouvait comprendre. Il y a eu la version téléphone avec les applications, mais globalement, il y a une sorte de bureau quoi, sur lequel on a tous ces différentes choses qu'on peut faire. Et je suis d'accord avec lui que je pense que la prochaine métaphore, ça va être la métaphore de la conversation. Parce que c'est beaucoup plus accessible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des études assez simples d'ailleurs qui montrent que quand les gens cherchent des informations, notamment médicales, sur par exemple une recherche Google traditionnelle versus une interaction de conversation, en fait, ils vont trouver l'information par la conversation bien mieux parce qu'on a l'option d'itérer et de préciser ce qu'on est en train de chercher versus le one-shot en quelque sorte de comprendre comment utiliser la barre de recherche Google. Et là aussi, d'ailleurs, la barre de recherche nous a fait apprendre comment utiliser la barre de recherche. On a commencé à penser en mots-clés. Et mm, c'était quelque chose dont on parlait beaucoup avec l'assistant. C'était comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas enseigner à l'utilisateur de parler assistant, mais à l'assistant de parler humain. En tout cas, de ne pas mm, enseigner à l'humain de parler assistant, mais à l'assistant de parler humain. Et ça devient quand même beaucoup plus facile aujourd'hui avec l'IA générative, parce qu'avant, sur l'assistant, c'était vraiment, on crée toutes les réponses. Donc, c'était en quelque sorte, tout était scripté. Maintenant, moi, avec la flexibilité de l'IA générative, on avance de plus en plus vers une interaction de type humaine. Mais ce que je vois aussi, en effet, là, dans le développement de ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est que c'est toujours pas ouvert au plus grand nombre. On se rapproche un peu dans le concept et dans l'idée de la conversation, mais si on ne sait pas bien prompter le modèle, la réponse qu'on va avoir, je sais que vous disiez les gens, que tu disais les gens copie-colle, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens en fait qui trouvent ça nul parce qu'ils ont posé une question, disons, très générale, donc la réponse va être très générale, et qui se disent, mais en fait, ça ne m'aide pas du tout, qu'est-ce que je vais faire de cet outil, et qui ne s'en servent pas. Et mm, le souci pour moi, c'est que ça crée un déséquilibre entre les gens qui, la plupart du temps, ont plus de ressources pour apprendre à très bien se servir de ces outils versus d'autres qui ont souvent moins le temps, moins les ressources. Donc, ça crée un gap, en quelque sorte, d'accès à l'information, alors que je pense qu'on a une grosse opportunité. Donc, moi, ce que je vois là, c'est que les modèles comme Gemini et ChatGPT, ils ont été lancés comme des expérimentations. C'est le terme officiel que toutes les mm, entreprises utilisent, parce qu'en fait, on n'a pas de cas d'usage qui est encore très précis. Donc, les prompts, pour moi, c'est ce qui va finir dans le back-end. En fait, c'est une sorte de code en langage naturel qui éventuellement va se rendre compte, ah, là, il y a plein de gens qui s'en servent pour organiser un voyage en vacances. OK, et ben,
c'est quoi leur user journey, en quelque sorte, à travers Mm. ChatGPT pour arriver à ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y a des parties qu'on peut enlever au prompt, qu'on peut enlever à l'utilisateur, qu'on peut juste mettre, qu'on peut designer dans l'UI, dans l'UX du produit pour que ça soit plus user-friendly? Et donc, une grosse partie de ce qu'on voit aujourd'hui encore dans le prompt engineering finira en back-end et on aura je pense, des cas d'usage comme je ne sais même pas si on appellera ça encore ChatGPT ou Gemini, mais je pense qu'il y aura vraiment l'outil de réservation de voyage, l'outil dans l'éducation. On voit plein d'outils géniaux, franchement, Mm. fondés sur l'IA, mais je pense que tout ça va commencer à être packagé de manière plus digeste pour les utilisateurs. Mm. Alors, j'ai plein de petites choses à rebondir par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a sur le côté, le prompt. Oui, le prompt, alors, c'est pas péjoratif ce que je vais dire. Pour moi, c'est ni plus ni moins une requête. Une requête, voilà, qui doit être faite d'une certaine manière pour avoir la bonne réponse. Donc là, oui, ça va changer certains métiers qui faisaient avant plein de requêtes sur des bases de données ou des choses comme ça. Bah là, ils vont le faire différemment. Après, comme tu le dis, on parlait de fracture numérique. La fracture numérique, maintenant, elle va inclure l'IA. Donc, elle va encore augmenter parce qu'il y en a encore des gens qui sont vraiment en fracture numérique. Hein, on en voit toujours. En France, on a des conseillers numériques qui sont mis dans beaucoup de collectivités pour aider la population à combattre la fracture numérique parce que tout se fait en ligne. Hein. Maintenant, pour faire un dossier, bah, il faut faire en ligne, que ce soit France Travail, que ce soit les impôts, que ce soit, etc., etc. Et les gens ne savent pas faire, ils ne savent même pas, ne savent pas créer une adresse mail, ils ne savent pas comment le faire. Et donc il y a ce côté-là. Et maintenant, elle va s'agrandir parce qu'il y a l'IA qui arrive. Et l'IA, bah oui, tout le monde en parle. Et les gens vont se dire non, moi je veux pas l'utiliser, c'est parce qu'ils ne savent pas l'utiliser et que ça leur apporte pas aussi les réponses qu'ils veulent. Donc ça, il y a ce côté-là. Donc il va falloir et revoir la formation et intégrer la formation dedans. On en a parlé lors de la conférence où on était ensemble, et les écoles vont devoir s'adapter. Après, les écoles, les enseignants, voilà. Alors, comme je le dis, attention, ça devient un métier d'opportuniste, forcément. Donc, il peut y avoir beaucoup de personnes qui se mettent sur l'IA, mais attention, tous ne sont pas experts IA. Moi, j'en parle, mais je vais en parler avec des gens voilà, sur le podcast ou ailleurs, mais je ne suis pas un expert IA. Je connais, je vois comment ça fonctionne. Et il ne faut pas oublier que ça fait, on en parle depuis un an et demi, Bien sûr. voilà, du LLM. Et ça, voilà, en un an et demi, je pense qu'il y a peu de gens qui sont experts. Et voilà, donc il y a pour moi déjà ce côté-là, c'est fracture numérique, revoir les formations, etc., que les enseignants aussi s'adaptent. J'ai fait un podcast, une table ronde il y a un peu plus d'un an sur ce sujet-là, avec le projet Voltaire, Okay. avec le projet Voltaire des écoles et d'autres choses. C'est pour voilà comment le monde de l'enseignement doit évoluer vis-à-vis de ça. Il va falloir évoluer, on peut pas l'interdire. Voilà, on peut pas l'interdire, il faut apprendre plutôt aux étudiants à s'en servir, à bien s'en servir, à avoir leur esprit critique, mais aussi, comme tu le dis, à aussi rester créatif. Rester créatif. Et voilà, et c'est ma vision de la chose. Après, ton autre vision, moi, j'en étais pas là. Mais ouais, c'est super. Enfin, je trouve que c'est cool de l'entendre parce que quand tu dis oui, c'est vrai que la prochaine étape, c'est que ça soit encore plus facile de parler, que ça devienne encore plus naturel de parler avec ton assistant. Et voilà. Et ouais. Toi, c'est quoi ton ressenti aussi par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est autour de l'éducation, de la fracture numérique? Comment tu le ressens? Parce que je pense que c'est au cœur de ton... Ouais, le travail du UX pour nous, on met l'utilisateur au centre de tout. Donc, quand j'étais encore à Google, évidemment, il y a plein de recherches sur cette fracture numérique, la perception, l'utilisation, la connaissance, etc. Pour moi, l'important, c'est en effet que les entreprises mettent l'accent sur quelle est la vision de la valeur ajoutée pour l'utilisateur. Donc, voilà, pour moi, la perspective de c'est une expérimentation. Et c'est ChatGPT, c'est Gemini qui peuvent en fait un peu tout faire, mais rien faire très bien. D'un point de vue UX et produit, pour moi, c'est pas le plus intéressant. C'est plus inspirant d'avoir une vision précise de quel est le challenge, quel est le défi réel
des utilisateurs. Typiquement, quand tu décrivais l'accès aux informations d'utilité publique, je pense que le mode de la conversation, surtout si l'outil est bien amené, pas du style discuter avec une IA, parce que je pense que ça va faire flipper les gens, il n'y a pas de, il y a aucun doute, et sans leur Mm. mentir non plus, hein, mais je pense qu'il y a des designs UX qui rendent simplement l'interaction plus naturelle, et que par exemple, pour faire un dossier administratif, beaucoup plus simple d'avoir une conversation en disant, voici, j'ai besoin de faire un dossier pour faire ma demande de, je ne sais pas, de chômage, d'emprunt, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah ok, mais là, je ne comprends pas dans la case X ou Y, on me demande de mettre quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Enfin, moi-même, j'ai eu ces questions Mm. 1000 fois, et ne serait-ce que par sorte de soutien émotionnel. Il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert ma micro-entreprise, ce qui était extrêmement simple, mais il y a quand même eu un moment où je suis arrivée sur le site, j'ai vu un tas de langages, et comme j'étais déjà un petit peu stressée, en fait, quand on est stressé cognitivement, on ne peut pas digérer des tas et des tas de langages. Alors que si j'avais eu un rapport plus conversationnel, et quand j'ai eu quelqu'un au téléphone, d'ailleurs, ça m'a tout de suite rassurée, la personne était super claire. Donc, je pense qu'on a l'opportunité de rendre plus accessibles des informations essentielles par le biais de la conversation. Donc ça me motive pas mal. Encore une fois, il faut qu'il y ait un bon design derrière et une utilité très pratique. Mm. Et sur le sujet de l'éducation, ouais, moi je pense que tant qu'il n'y a pas une interdiction, on va dire, au niveau sociétal de ces outils, les gens vont s'en servir. Donc, de les interdire dans un cadre, ça ne servira à rien. Enfin, les étudiants vont s'en servir à l'extérieur. En revanche, moi, j'ai entendu des utilisations que je trouvais très inspirantes. Je ne sais pas quels étaient les impacts, mais des profs qui donnaient comme devoir aux élèves de, par exemple, faire écrire leur essai, leur dissertation, leur travail de rédaction par ChatGPT, mais que eux seraient notés sur leur critique du rendu de ChatGPT. Ah oui, d'accord, ok. Il disait Oui. par exemple, dissertation, je ne sais pas, le langage n'est-il fait que pour communiquer, voilà, disserte de philo, hop, on demande à ChatGPT de le faire, ChatGPT pour le truc, et ensuite, le travail des étudiants, c'était de, en quelque sorte, critiquer la réponse de ChatGPT. Ça veut dire, ah, ok, intéressant. Et c'est vrai qu'on pousse la critique peut-être plus loin. Moi, je sais que j'ai écrit des dissertations où franchement, je ne réfléchissais pas forcément beaucoup. J'étais plus en train de dire, OK, moi j'ai appris toutes les citations, toutes les références, il faut que je les ressorte de manière assez mécanique. Je pense que ça serait plus dur pour moi d'aller critiquer une bonne réponse en plus de ChatGPT que de l'écrire le premier jet. Oui, oui, après, je trouve comme le professeur a inversé, on va dire, le rôle, parce que de toute façon, il sait que les gens vont l'écrire par ChatGPT, enfin une grosse majorité, et qu'ils le relisent pas. Pour moi, il n'y a aucun esprit critique. L'étudiant va être beaucoup là-dedans, et je le remarque moi dans les cours que je donne ou des choses comme ça. Il fait son prompt, une fois il tape Entrée, il fait copier-coller, et puis après je le vois, il fait autre chose, quoi. Donc à nous aussi enseignants, à inverser un peu tout ça et à leur montrer que, c'est bien, mais il faut faire attention à plein de choses, et il faut aussi recouper avec d'autres informations. Et puis pour arriver à quelque chose aussi qu'ils comprennent aussi ce qu'ils ont fait, pour pouvoir la retrouver après. Après, voilà, moi c'est ce que je vois là depuis maintenant un an, mais ça a changé très vite. Ça a changé très vite. Ils sont vite appropriés l'outil. Après, oui, il y a. ChatGPT ne fait pas rêver quand tu le regardes, hein, en termes du X, c'est pas top. Hein. Tu as l'impression de revenir au DOS de l'époque. Donc il y a encore du travail. On ne sait pas maintenant quel est l'avenir, comment ça va le faire. Alors, il y a des outils qui se mettent par-dessus, hein, qui deviennent un peu plus design, comme Perplexity et d'autres. Tu as aussi des GPT qui viennent se mettre. Et puis oui, après, il y a. Je trouve qu'il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge pour arriver à quelque chose de sympa. Et est-ce que tu sais, alors je ne sais pas, sur ces moteurs aussi de type ChatGPT, est-ce qu'il y a des personnes qui ont le même rôle que toi, que tu aurais pu avoir? Ou est-ce que tu as entendu parler de choses comme ça ou pas encore? Alors, moi, je peux te parler du rôle que j'avais quand je travaillais sur Gemini à la fin de ma carrière à Google. Donc, il y a une grosse partie de l'équipe
personnalité qui a shifté sur Gemini, et notre équipe était en charge d'entraîner le modèle pour qu'il produise des réponses satisfaisantes pour des humains. C'est-à-dire au tout début, quand même, quand on promptait ces modèles, c'était des énormes quantités de texte, la grammaire était très approximative, et donc ça partait de choses aussi simples que vraiment l'entraîner sur un langage correct, on va dire, sur une grammaire et une orthographe correcte, sans hallucinations. Les hallucinations, c'était un gros défi, bien que je trouve créativement très intéressant. Et ensuite d'aller un petit peu plus profond, justement en se posant la question, quels sont les cas d'usage qui sont vraiment intéressants, des choses comme l'éducation, l'organisation de voyage, les besoins médicaux, comment est-ce qu'on y répond? Et donc en fait, évidemment, c'est un champ énorme, parce qu'on peut poser un peu n'importe quelle question à ces modèles-là. Et nous, notre job, c'était d'établir des sortes de meilleures pratiques pour entraîner le modèle, pour que les réponses soient les plus utiles, dépendant du cas d'usage. Donc, disons, encore plus stratégique que ce qu'on faisait sur l'assistant, parce que sur l'assistant, on était très proche de la création de texte, alors que là, on est vraiment plus dans ce rôle d'éditeur, de curateur et d'entraîneur, en quelque sorte, d'entraîneur du modèle. Ça fait un peu bâtard comme terme, mais de formateur du modèle. D'accord. Mais moi, en tant qu'utilisateur, c'est vrai que de ChatGPT ou autre, c'est vrai que je le ressens moins dans ChatGPT, où on sent que c'est très informaticien. C'est très informaticien. Donc, comme tu le dis, il y aura des évolutions dans le futur. Il y en a quand même de plus en plus. Là, on est au modèle 4O. Sur Gemini, c'est pareil. Puis, il s'appuie aussi de Gemini sur les travaux qu'ils ont fait avant, sur les assistants vocaux, forcément, qui les aident aussi à connaître. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de données sur comment répondre, les questions qui sont posées, toutes les choses comme ça, pour aussi faire évoluer le modèle et l'utiliser dans Gemini. Mais voilà, je trouve que on a encore beaucoup de choses à voir et à apprendre de ces moteurs, moteurs de conversation, que ce soit LLM ou vocaux, et qu'à un moment, ils vont de plus en plus converger, je pense aussi. Gemini va complètement être intégré dans les assistants vocaux, ou peut-être qu'il l'est déjà, je ne sais pas trop dans quel niveau il l'est. Mais... Ça, j'étais loin de ces conversations-là, mais j'imagine, et là c'est mon opinion à moi, je ne suis pas en train de refléter les opinions de Google, mais vu des ambitions qu'on avait à l'époque sur l'assistant, je ne pourrais qu'imaginer une intégration, parce que nous, ce qu'on essayait de faire, c'était en effet on essayait de créer des conversations de plus en plus longues et de plus en plus complexes. Et là, avec les LLM, tout d'un coup, ça devient 1000 fois plus facile que les sortes d'arbres de décision avec lesquels on travaillait, qui sont extrêmement rigides. Oui, et puis, comme tu le dis, on ne sait pas ce qui... Et puis, tu n'étais pas dans les petits papiers pour le savoir. Mais puis, pour l'instant, ça reste aussi un beau modèle économique. Tout ce qui est autour de Gemini, ChatGPT ou Copilot chez Microsoft et autres. Donc, c'est aussi un autre modèle économique. Donc, s'il faut l'intégrer, il faudra retrouver un autre modèle économique qui soit... voilà. Donc, ça aussi. On va parler un petit peu de poésie, parce que j'ai eu la chance, il y a quelques mois, années, d'avoir aussi quelqu'un de la tech qui était philosophe, et qui a monté une assurance, tout ce qui est autour de l'assurance cybersécurité, mais voilà, avec un produit tech assez poussé, et qui est en train de plutôt cartonner même, parce qu'il a fait plusieurs grosses levées de fonds, et on sait que dans ces temps qui courent, les levées de fonds sont un peu complexes. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment, tu m'as parlé de tes ateliers. Moi, c'est des choses qui peuvent intéresser l'environnement où je suis, parce que je suis un JD, donc un jeune dirigeant. Je fais partie du CJD, et c'est des sujets qu'on regarde beaucoup, tous ces sujets-là. Comment tu peux nous parler de tes ateliers, comment tu vis, que tu vis ça, comment tu peux donner envie aux gens de t'appeler aussi, Thomas? Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Je sais que quand on parle de poésie et de business et d'entreprise, ça peut paraître un petit peu incongru, mais
porte d'entrée que je peux offrir, c'est que pour moi, la poésie, elle a une capacité unique à dire beaucoup en très peu de mots. Pour moi, c'est Mmh. une distillation du langage à son essence même. Et évidemment, au travail, le langage, on s'en sert tout le temps, notamment quand on est dirigeant, on utilise quand même son langage pour essayer de fédérer, de donner de la vision, de capturer des choses très complexes en très peu de mots, pour que ça soit communiqué auprès d'un public qui va être super divers, avec des besoins divers, des buts divers aussi. Donc de capturer presque, c'est un peu le même travail que je faisais d'ailleurs dans mon travail de rédaction des discours pour le consul. Il y a ce même besoin du côté des politiques de capturer l'essence de quelque chose pour faire agir les gens, en fait, de manière en harmonie, pas forcément tous de la même manière vers un même but, mais en tout cas que ça parle à tout le monde. Et donc ces ateliers, ils se fondent sur cette première idée-là, que voilà, la poésie, c'est apprendre à utiliser son langage dans son plein potentiel. Parce que je pense que le langage qu'on utilise tous les jours, moi je dis, c'est un peu comme peindre avec qu'une seule couleur. C'est pas moche. On peut faire plein de formes avec du rouge, par exemple, mais on n'est pas en train d'utiliser toute la palette des différentes couleurs. Et je dirais même plus, c'est comme si on peignait avec toutes les couleurs et qu'on rajoutait de la musique et du parfum. Parce que le super pouvoir aussi de la poésie, c'est de connecter en quelque sorte notre intelligence cognitive et notre intelligence émotionnelle, notre cerveau et notre cœur, pour utiliser des gros symboles. Et elle fait ça, encore une fois, parce qu'elle utilise cette chose très familière et logique, qui est le langage. Le langage nous permet de structurer une réalité souvent assez chaotique, mais pour aller évoquer de l'imaginaire, de l'émotion. Et donc, avec ces formations et ces ateliers, on apprend à se servir du langage à la fois pour mieux se connaître soi-même. Et ça, c'est quelque chose, moi, j'ai fait une école de management. Et ce que je regrette, c'est que je trouve qu'on apprend à tout manager sauf soi-même. Or, C'est vrai, quand on est c'est vrai. dirigeant, je pense que finalement, on fait face à Mmh. du stress, des grandes questions, de l'engouement, toute la panoplie d'émotions, et que si on n'arrive pas à se gérer soi-même, finalement, on risque de le faire ressortir sur les autres de manière incontrôlée et un peu chaotique. Et je pense que de faire preuve d'une connaissance de soi-même, ça permet d'être leader dans ce sens de modèle, où en fait, quand on voit des leaders inspirants, c'est des personnes qui ont cette capacité, sens de vulnérabilité, pas du tout dans le sens de cette mais de vulnérabilité dans la capacité à reconnaître des défis qu'ils ont surmontés. Et c'est ça qui est super inspirant, c'est Mmh. cette capacité à se connaître et à parler de soi qui permet d'avoir une meilleure relation avec ses équipes, et de créer cet engouement et cet engagement de la part de tous. Il y a plein d'autres qualités aussi. Je pense que la pensée poétique, elle nous permet de penser de manière innovatrice et créative. Moi, je sais qu'à Mmh. Google, on nous demandait, une des sortes de maximes à l'intérieur de Google, c'est en anglais, c'était to thrive in ambiguity, et c'est donc presque de s'épanouir dans l'ambiguïté. Ce qui est très contre-intuitif pour Mmh. la plupart des humains, où on n'aime pas l'ambiguïté, on n'aime pas l'incertitude. On veut savoir où on va, on veut pouvoir mesurer nos résultats, mesurer notre avancée. Et d'ailleurs, souvent dans le monde de la tech, si on ne peut pas mesurer exactement ces Mmh. résultats, ça ne va pas très bien. Pour les levées de fonds, ça ne va pas très bien non plus. Non, c'est sûr. Euh, et quand bien même, on nous demande d'avoir cette capacité à être agile, à être dans l'incertitude, à voir au-delà de ce qu'on peut voir en quelque sorte. Et pour moi, la poésie, elle fait ça de manière absolument unique, puisqu'un poème, il vous pose plus de questions qu'il vous donne de réponses. C'est pour ça souvent que ça énerve un peu les gens. On se dit, Ouais. mais c'est pas clair là, qu'est-ce qu'il veut dire ce poème? Mmh. Et en fait, le poème, c'est une conversation. C'est-à-dire qu'il va presque comme un bon thérapeute, comme un bon professeur, non, il va pas vous donner la réponse. Il va vous dire, à ton avis, selon tous les éléments que je te donne, selon tous les mots que je te donne, à ton avis, qu'est-ce que veut dire ce poème? Et donc, dans ces formations, on a des conversations en groupe où tout le monde va partager son interprétation. Et ce qui se passe, c'est que les gens vont interpréter des mots ou des vers similaires de manière complètement différente. Et donc, les gens vont avoir ces moments de genre, ah, mais j'avais pas du tout pensé de cette manière-là. Hop, là, tout d'un coup, on sort un peu de ces carcans de pensée et on rentre dans une pensée qui est beaucoup plus innovante, et en rupture, en quelque sorte. Donc, ça, c'est quelques-uns des leviers que j'utilise pour Mmh. Ah, c'est top. leadership et créativité. C'est top parce que, enfin, tu le dis, tu l'as très bien dit, c'est que le dirigeant, est un dirigeant et se retrouve un peu seul par moment.
voilà, et comme tu le dis, il est manager, mais il n'est pas managé. Mm. Il n'a pas ces temps d'échange, ces temps d'échange. Et c'est vrai que par moment, ça peut être un peu compliqué pour le manager, enfin pour le dirigeant. Et c'est là où moi je m'y retrouve grâce au CJD et voilà tous les échanges que je peux avoir avec plein d'autres dirigeants de différentes natures, différents horizons, enfin voilà, qui sont complètement différents, et on s'y retrouve aussi par des formations où on prend soin de nous. Et voilà, on s'écoute, on part du temps où on se déconnecte, on passe 2 jours en formation, et, euh, et je trouve que c'est plutôt inspirant, et finalement ça fait complètement écho ce que tu dis, parce que par la poésie, qui n'est pas vraiment pour moi scientifique, cartésien, voilà. J'ai plutôt même pas été très bon en français, et je le regrette. Français, philo, et je le regrette vraiment. Donc, je pousse mes enfants pour qu'ils soient bons, qu'ils soient à un niveau Curieux. correct de partout, voilà, curieux. Voilà, exactement. Et voilà, maintenant, c'est des choses où je m'y intéresse un peu plus. Donc, Mm. c'est. Bah, c'est vrai que mon approche, elle est très non académique, parce que Mm, moi aussi, j'ai eu cette approche très scolaire de la poésie qui comme je le disais, me paraissait presque mathématique. Et en fait, je me mm, suis rendu compte que dans son essence, c'est du jeu. C'est du jeu avec les mots, c'est du jeu avec les sens. Et donc, le jeu, bah, c'est la manière la plus naturelle que les humains ont d'apprendre des nouvelles choses. mm. Quand on est bébé, bah, on apprend en jouant. Et donc, c'est du jeu et c'est de la curiosité. C'est de regarder le monde avec un nouveau point de vue. Ce qui, encore une Mm. fois, ce qu'on nous demande de faire tellement souvent dans notre vie professionnelle. Oui, et puis pour refaire le lien sur la partie nouvelle techno, c'est que euh, la technologie est est toujours au service de l'humain, et ça, il faut toujours le garder en tête. Et c'est d'autant plus important dans ce que tu viens de dire, c'est que on est dans un monde qui devient très techno, et comment on peut arriver à garder notre créativité, notre bien-être humain aussi, parce que avec de la techno, on est devenu hyper connecté, Ouais. où on répond instantanément à tout, où tout le monde veut avoir sa réponse dans la minute, et voilà, et c'est aussi avec des personnes, je pense, comme toi, qui permettent un peu de garder un peu mieux les pieds sur terre et de se reconnecter à ce qui est un peu plus essentiel. Voilà. Je l'ai compris comme ça. En tout cas, je prends ta description. Oui, ouais, Mm, je pense que la poésie, ça nous rappelle le temps long en très peu de temps aussi. Parce que moi, je dis, en un mm, vers, en une tournure de phrase, on peut comme tomber dans une sorte de trou. Ça fait un peu triste. Non, on peut plutôt s'évader dans un moment mm, hors sol qui va durer très peu de temps, mais qui va nous donner comme une grande respiration et qui nous rappelle, ah, mais en fait, il y a pas de stress, il n'y a pas d'urgence. En fait, les idées les meilleures viennent dans ces moments plutôt contemplatifs, voilà, de réinsérer mm. du contemplatif. Qui, je pense, il y a des outils tech qui savent le faire. Moi, je donne toujours l'exemple, je ne sais pas si c'était fait sciemment, mais de Wikipédia. Mm. Il y a tous ces hyperliens. Quand on va sur une page, je sais pas, on fait une recherche sur un tel animal, il va y avoir un hyperlien qui va t'emmener vers un autre hyperlien, vers un autre hyperlien, vers un autre Mm. hyperlien. Et moi, je sais que je me suis retrouvée plein de fois comme ça, 10 minutes plus tard, en train de lire avec fascination à propos d'un sujet que je n'avais pas du tout prévu Mm. de lire. Et c'est cette sorte de flânerie digitale, comme le flâneur poétique du 19e siècle qui se baladait dans les rues de Paris, comme ça, juste en observant les choses. Je pense on peut aussi designer pour une observation, une sorte de contemplation digitale qui est plus inspirante. Oui, tout à fait. Je te rejoins complètement. Complètement. Faire bon usage de la techno. Voilà. Faire Exactement. le bon usage, et voilà, pas être, je sais pas comment dire, happé par tout ce que veulent les algorithmes de Ouais. réseaux sociaux, hein. Voilà, il faut reprendre le contrôle là-dessus. Il y avait un film qui en parlait très bien sur Netflix, mais je ne me rappelle plus du nom. Euh, qui C'était en quoi parlait. le scénario? Peut-être que c'était un film? Oui, c'était une sorte de film documentaire sur les réseaux sociaux. C'était par des ex de Twitter, je crois, il me semble. Ah, euh, Il n'y avait pas Brouillard dedans. c'est pas The Social Dilemma. Non, non, Ok, non, non, non. non. C'était. Oh là là, je vais le retrouver. Je le cherche en même temps, sinon ça. Euh, non, mais non, je le retrouverai pas. Bon. Mais ouais, c'était hyper inspirant sur dire, en fait, qui te montrait que de toute façon, c'était
l'objectif, c'était de t'amener là où il voulait, que tu restes le plus longtemps sur les réseaux sociaux et que tu cliques. Donc Wikipédia, on va dire, tu te retrouvais plutôt à lire des choses normalement le plus souvent très culturelles et sourcées, etc. Les réseaux sociaux, non, il y a d'autres choses dedans. Donc, il y a d'autres dynamiques en jeu, ça c'est sûr. Ouais. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin. Je voulais te poser des dernières questions. Je pense qu'on pourrait discuter encore un moment. Ouais. Et la première question, c'était est-ce que tu as un livre, une série, un film à nous conseiller? Plein, évidemment. Oui, plein. Plaisir. Il y en aura peut-être plusieurs. Pour rester sur la poésie, alors moi je lis beaucoup en anglais quand même, mais évidemment je me suis penchée sur les écrivains contemporains. Moi je suis super fan de Cécile Coulon, qui est romancière aussi, qui déclame ses poèmes aussi, qui fait plein de belles choses poétiques. Et j'adore parce qu'elle a une poésie qui feint presque la prose, qui n'en est pas du tout, mais qui a cette accessibilité d'une poésie qui utilise des termes très, 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 très simples. Et ça, je sais, c'est quelque chose, un préconçu qu'on peut avoir de la poésie, qu'on utilise des grands mots à rallonge, d'un registre très élevé. Et elle en fait la preuve contraire, qu'on peut utiliser un langage vraiment de tous les jours pour dire des choses presque effarantes de simplicité, qui ont cette profondeur, comme les professeurs qui arrivent à résumer des concepts très compliqués en 3 phrases. Pour moi, ça c'est Cécile Coulon, et il y a un de ses recueils que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Noir Volcan. D'accord, je le note, je mettrai le lien pour les auditeurs. Bien entendu, il y a tes livres aussi que je conseillerais. Ouais, bien entendu, je mettrai les liens qui vont bien. Et comme un passage de relais, parce qu'on est en juillet 2024, donc on va utiliser les termes du moment. Est-ce que tu aurais un invité ou une invitée à me conseiller pour parler un peu de numérique? Ouais, la personne qui me vient en tête, c'est Mélodie Chimchak, et je m'excuse de potentiellement mal prononcer son nom de famille, on s'est parlé, mais j'aurais dû lui demander de dire un peu la prononciation de son nom. Mais Mélodie, elle est co-créatrice d'un département chez Publicis qui travaille sur l'art, les histoires et l'IA, notamment pour les marques de beauté et de luxe. Et elle est férue d'expériences immersives, mais aussi de choses comme… attends, c'est quoi le terme? C'est de la réalité virtuelle pour la santé, en fait. Il y a un terme qui m'échappe, mais elle s'intéresse beaucoup, en effet, à toutes ces techs très émergentes, plutôt immersives, qui peuvent être traduites pour des marques, mais qui poussent un storytelling assez poussé, des idées de… On peut imaginer des sortes de rituels autour de produits de beauté qui seraient plus immersifs, mais en même temps qui nous font du bien mentalement, comme une sorte de méditation, ce genre de choses-là. D'accord. Et ils travaillent avec des artistes, des ingénieurs, on va dire, et des équipes produits, tout mélangé, quoi. Donc, plein de choses intéressantes à raconter. Super intéressant. Ok, ça marche, je note. Et pour terminer, comment nos auditeurs peuvent-ils te suivre, te retrouver? Eh bien, je suis très active sur LinkedIn en ce moment, donc Lorraine Ducret sur LinkedIn. Sinon, pour le côté un petit peu plus perso-poétique, c'est Instagram, Lorraine Ducret aussi. Et mon site web, lorraineducret.com, toujours une référence sûre. Très bien, je mettrai de toute façon tous les liens dans la bio pour qu'ils puissent te retrouver facilement. Merci beaucoup, Lorraine. Merci. Je sais qu'on a organisé ça un peu au pied levé. Ouais. Voilà, suite à une rencontre, j'avais envie de continuer la discussion un petit peu avec toi. Je te mettrai sûrement en contact avec un peu le CJD. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire d'intéressant qui n'est pas forcément dans notre catalogue. Je trouverai le moyen de le faire, et puis voilà, je continuerai de te suivre. Parce que je t'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ouais. Et c'est intéressant. C'est une autre vision qu'on n'a pas, nous,
trop tech des fois, Ouais. et qu'on voit pas qu'il y a d'autres métiers aussi qui peuvent venir se greffer autour de ça, et je trouve ça hyper intéressant. Merci beaucoup. Bah, merci à toi d'avoir fait de l'espace, ouais, pour ce point de vue un peu différent, et avec plaisir pour l'organisation des jeunes dirigeants, ouais, carrément. Ouais, ça marche. Bah, j'organiserai ça. J'organiserai ça. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.